28 mars 2025, heureux de vous retrouver, peuple d'Afrique et peuple du monde libre. C'est le 3e numéro de l'émission Parole aux Africains. Nous sommes accompagnés de 2 éminents experts qui nous accompagnent depuis le début de cette émission, de cette édition Parole aux Africains. À ma droite, l'inspecteur, le très expérimenté, Daniel Koulibaly. Et à ma gauche, c'est Dr Mamadou Silla Traoré, l'homme aux 2 noms de famille. Remercions, vous êtes branchés sur Gandhi Malian TV et vous ne vous êtes pas trompé, c'est le bon choix pour comprendre les enjeux des questions internationales sur le plan géopolitique, géostratégique et même la géoéconomie que nous retrouvons aussi un peu dans la géopolitique. Et pour décortiquer, nos 2 invités ont peut-être le soin de vous saluer et de se présenter aussi. Ils ont un mot à votre égard. Doyen, on commence par vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe de Gandhi Malian TV et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs qui, depuis le début, continuent à nous suivre et que nous encourageons à suivre cette émission. Bonsoir, M. Diawara. Bonsoir. Bonsoir, mon co-débatteur et mon oncle. Oui. Voilà, je pense que la promesse tient encore. Je ne sais pas trop. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Gandhi. Okay. Et je suis sûr et certain, j'ai formé les vœux pieux pour que Gandhi Télé grandisse encore et encore. Et je sais aujourd'hui que Gandhi Télé est une télé de référence sur les réseaux sociaux au Mali aujourd'hui. Et vraiment, toutes mes salutations à cette équipe dynamique qui donne tout d'elle-même pour vraiment informer le peuple malien. Merci. L'émission est présentée par moi-même, Issa Diawara, communément appelé général du peuple. Pour commencer, aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler un peu de ce qui se passe autour de nous, pas qu'autour de nous, chez nous aussi, parce que le Niger est un pays membre de l'AES. Donc, nous avons suivi récemment l'intronisation du président du Niger en tant que président de la République dorénavant. Ce n'est plus président du CNSP. Et une décision forte qui s'en est suivie, qui est la dissolution de tous les partis politiques au Niger. Nous avons besoin de l'analyse des experts. Et avant d'en parler, il faudrait qu'on se projette un peu. J'aimerais qu'on parle d'abord d'un cadre général. Quel regard peut-être chacun de nous essaie de porter sur la classe politique aujourd'hui au niveau de l'Afrique subsaharienne, puisque le Niger fait partie de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique subsaharienne même, doyen, comment voyez-vous la classe politique de façon générale? Bon, j'ai constaté un changement à partir des indépendances. Des indépendances. Nous, notre société n'est pas conçue comme étant une société où il y a une concurrence avec plusieurs partis. C'est quelque chose qui nous est venu et la plupart des pays qui nous entourent, de l'Afrique de l'Ouest et surtout subsaharienne, ont adopté la constitution, le format de la constitution de 58. 58, oui, effectivement. À partir de là, mais dans la collaboration, dans la mise en œuvre de cette constitution, généralement, il y a certains qui ont dévié pour aller vers le parti unique. Beaucoup de nos pays sont partis, et c'est la tendance normale de notre philosophie, de notre façon de comprendre les choses. On n'est pas habitué à avoir plusieurs partis. Donc on est resté cloîtré dans un parti unique. Seul je crois le Sénégal avait opté pour le bipartisme ou le multipartisme depuis le départ, mais ils sont très peu ceux qui l'ont adopté. Et donc en réalité, on avait une démocratie, mais revêtue de la peau de notre culture, qui n'était pas une culture qui tendait à une concurrence multipartite. Voilà. Et je pense qu'en fait, en droit, on peut avoir choisi le multipartisme, mais en fait, c'est le monopartisme qui s'est imposé dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'était à l'indépendance, au début. Au début de l'indépendance.
Maintenant, ça a évolué après, parce qu'il fallait nous diriger vers le multipartisme. Et on a commencé la vague des années 90 où il y a eu l'appel de la Baule, la réunion de la Baule pour amener les gens à ouvrir pour faire du multipartisme. Et le carcan qui avait été mis du parti unique, ça a commencé à sauter un peu partout. Bon, ce parti unique aussi arrangeait le colon, parce qu'ils avaient quelqu'un qui leur était affilié, et même ils ne voulaient pas. C'est pas des gens qui aiment avoir plusieurs partis, forcément, et surtout dans les pays qu'ils gèrent. Un seul parti, c'était déjà pas mal et ça les arrangeait. Oui, parce qu'avec plusieurs partis, s'ils ne sont pas assurés de maîtriser tous les partis. Tous les partis, ça crée des problèmes. Surtout qu'à l'époque, on était dans le contexte de la guerre froide aussi. Absolument. Docteur. Oui, merci beaucoup, Général. Merci, Coulibaly. C'est vrai que cette histoire de monopartisme, de multipartisme, et même bipartisme. De bipartisme, tous ces concepts-là étaient un concept de colon. En fait, l'homme africain est né avec l'épée de Damoclès sur sa tête. Tout ce qu'on a eu à faire, ça a été édicté de l'extérieur. Les premiers intellectuels, après la Seconde Guerre mondiale, les premiers intellectuels qui avaient vécu chez les Blancs avaient compris un certain nombre de choses qu'il fallait sauter. Même les mythes dus aux Blancs et tout ça. Ceux-là qui ont pris le pouvoir, parmi eux, il y avait certains qui chantaient dans les répertoires du Blanc. Mais d'autres essayaient de ramener tout ça dans nos cultures, comme les Modibo Keïta et les Sékou Touré. Parce que le développement d'une nation, la vie politique d'une nation ne se dicte pas d'ailleurs, ce n'est pas les facteurs exogènes. Hein? Une nation, de tout le temps, nous, au Mali, les pouvoirs, on l'a géré. On l'a géré depuis le temps de Soundiata et tout ça là. Bien avant même Soundiata. Bien avant Soundiata. Et on disait chez nous, il y a une vérité qui est là, que les pouvoirs ne se partageaient pas. Oui. Et déjà, le concept de démocratie de Montesquieu prend carrément à contre-pied cet état de fait. Lui, il dit séparation des pouvoirs, on va rentrer dans les débats. Séparation des pouvoirs et tout, ça n'a jamais été fait. C'est un faciès, quoi. Donc, moi, je pense que, au regard de tout ce qui est en train de se passer, on doit apprendre de nos erreurs. On doit développer un modèle propre à nous. Un modèle qui va assurer notre développement. Sinon, l'Afrique a trop traîné par la faute de ces colons. Parce que, aux premières heures des indépendances, ils savaient que beaucoup de ces pères des indépendances étaient des patriotes fins. Je ne vais pas ailleurs, je prends l'exemple sur mon président Modibo Keïta, père à son âme que j'aime beaucoup, et que chaque fois que je passe au mémorial Modibo Keïta, quelquefois j'ai les larmes aux yeux, parce que ce monsieur-là était un grand homme. Et ce qui fait encore mal, ça c'est une parenthèse, il a été enterré sous, pas le sigle d'un ancien président, hein, mais d'un instituteur, au rabais. Moi je trouve que ça c'est un peu méchant. Mais il a tout fait pour le Mali. Et ce monsieur-là, vraiment, si on l'avait laissé, si le malheur n'en arrivait pas, je pense qu'à ce niveau, on aurait atteint le niveau de développement de la Corée du Sud, peut-être. Voilà. Oui, sans doute, sans doute. Bon, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui nous conduit à la seconde question. Parce que cette histoire de multipartisme, vous venez peut-être de le dire, docteur, que c'est un peu contraire à notre culture politique. Hein? Et je pense que même l'inspecteur l'avait ébauché. Parce que nous, notre culture politique, c'était tout le monde autour du roi. C'est-à-dire tout le monde doit fortifier le pouvoir et le pouvoir doit travailler aussi pour tout le monde. C'était un peu ça. Et non pas que c'est livré, créer une sorte de concurrence politique, avoir plusieurs tendances politiques. Dans un même pays, ce n'était pas trop notre culture. Maintenant, bon, puisque nous avons eu à expérimenter à partir de la conférence de Baule, comme le doyen l'a dit, dans l'Afrique dans sa grande majorité,
Est-ce à partir de cette conférence de Bâle où nous avons institué le multipartisme, où on nous a fait instituer le multipartisme, et ce multipartisme, 30 ans après, plus de 30 ans après, à l'heure du bilan, doyen, est-ce facteur de l'ordre ou des désordres? Développement ou sous-développement finalement? Carrément, ça a entraîné un désordre, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le multipartisme intégral qu'on a institué, je me souviens, c'était un de nos pères évêques, feu Monseigneur Julien Maurice Sidibé, qui avait assisté à la conférence de 91 que ATT avait organisée. Quand on a institué le multipartisme intégral, je me souviens d'un mot d'une phrase qu'il a employée. Il dit « La démocratie malienne est immature ». C'était sa sentence et ça n'a pas manqué. Ensuite, nous avons fait des partis politiques. Mais les partis politiques reposent sur des idéologies politiques. Chez nous, notre histoire n'a pas connu la lutte des classes qui a fait émerger les partis politiques, différents courants politiques. Nous n'avons pas connu ça. Nous avons pris les modèles et on voulait s'inspirer. Et nos premiers pères fondateurs ou pères de l'indépendance, souvent se sont tournés vers le socialisme ou même le communisme qui s'adaptait mieux à notre situation et qui refusait cette diversité de partis politiques. Non seulement on a fait tout de go un multipartisme intégral sans encadrement, c'était sûr que les gens, parce que le Malien est très fort dans une chose. Le Malien, quand vous lui donnez quelque chose, il prend, il dévoie les règles, il tire sa substance, il jette l'enveloppe. C'est ce qui est arrivé. Bon, maintenant, l'absence d'idéologie politique. Dans tout ça, les documents, les fiches techniques que j'ai pu consulter, il n'y a que 2 ou 3 ou 4 partis qui ont donné leur orientation politique. Social-démocratie pour le RPM, il y avait 2 ou 3 partis qui s'en étaient inspirés, mais j'ai vu, je ne sais pas si je me suis trompé ou si c'est... On va essayer de taire les noms des partis. Voilà. Mais les partis n'ont pas donné une orientation idéologique politique. C'était à partir de là qu'on peut se faire des sympathisants ou des militants. Des militants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, un leader religieux peut avoir beaucoup plus de fidèles qu'un parti politique. Ils ne peuvent pas rassembler parce qu'à la base, il n'y a pas d'idéologie politique. Je crois que s'il y en a, c'est 2 qui se sont déclarés comme faisant partie de l'international socialiste. Oui. Il y a un qui avait une structuration socialiste et même communiste à peu près. C'est tout ce que j'ai vu. Sur les 300 et quelques partis, donc il n'y a pas d'idéologie politique qui sous-tend leur action. Or, l'idéologie politique, c'est des éléments prédéfinis qui peuvent permettre de situer les objectifs, dans quel contexte, quels sont les objectifs recherchés et dans quel contexte on va les mettre. Donc, s'il n'y a pas d'idéologie politique, c'est tous des partis politiques qui se ressemblent. C'est pourquoi vous prenez les projets de société, c'est des remakes, ils copient les uns sur les autres et puis c'est tout. Donc on n'a pas la culture du parti politique. Ensuite, il y a eu l'irresponsabilité, puisqu'il n'y avait pas d'idéologie politique qui sous-tendait pour ça, et qui supposait des partis d'une majorité, des partis de la minorité, mais tous se situaient dans la majorité, tous voulaient venir exercer le pouvoir. Donc, en fin de compte, ce n'est pas l'idéologie qui comptait. C'est l'apport qu'on apportait à tel parti politique pour qu'on nous donne un poste ministériel. Ça s'est limité à ça. Et donc, il y a une grande responsabilité parce que l'opposition aussi a une responsabilité d'animer le contrepoids, d'être le contrepoids au parti pour essayer de faire la balance.
Mais l'opposition, dès qu'on donnait un strapontin à un des membres de l'opposition, c'était fini. Et d'ailleurs, pour vous appuyer, je pense qu'on a vu même des alliances contre nature ici. J'allais le dire, il y a des alliances contre nature, il y a eu la corruption systématique, j'en ai causé un peu avec vous. Le coup d'État contre Moussa, c'était la corruption. Et les termes de Moussa, c'était corruption, concussion, prévarication. C'était ça depuis, nous-mêmes tous, on a appris ça. Mais ce n'était pas la grande corruption. Mais quand on a fait le multipartisme, la petite corruption a été institutionnalisée parce que dans les textes, le ministre était en même temps ordonnateur et contrôleur de dépenses. Et il ne pouvait pas être poursuivi, il n'était pas poursuivable par les tribunaux ordinaires. Sa poursuite devait relever de la haute cour de justice et sa mise en accusation devait être faite au niveau de l'Assemblée nationale où forcément en général il y a des députés. Ils ne vont pas fabriquer, comme le disait Guimba, si bien Guimba, un moustique ne fabrique pas un médicament pour se tuer lui-même. Et donc c'est par là qu'on a retrouvé une corruption systémique. C'était dans les textes. Ensuite, il y a eu toute cette absence de bonne gestion, de bonne gouvernance, qui a entraîné la déliquescence de l'armée. Or, je vais vous dire une chose, ça c'est mon opinion à moi, avant même de faire des recherches minières pour savoir si on a qu'est-ce qu'on a, quelles sont les disponibilités, il faut d'abord préparer l'armée. Et je crois que c'est cette erreur-là qu'on a faite. On a pensé que la fleur au fusil, on va faire des recherches, ils vont nous laisser faire. Dès lors qu'il y a découverte des minerais dans ton sous-sol, toutes les puissances sont intéressées. Et il faut avoir une armée forte pour pouvoir résister. Et des partis politiques assis, patriotes, qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, donc dans un ensemble, ce que je voulais te souligner, que ça a dérapé depuis le départ. Voilà. Docteur. Oui, évidemment, cette démocratie malienne, disons, le multipartisme en Afrique. Si c'est vraiment un ordre. A sonné le glas dans les années 1990, comme le doyen l'a dit, avec les sommets de la Bonne. Mais comme j'ai dit, je répète toujours, le blanc a son logiciel. C'était une manière encore de nous mettre dans un carcan pour pouvoir bien nous canaliser et bien nous exploiter. Parce que l'Africain étant ce qu'elle est, souvent, c'est un peu fort de le dire, quand quelque chose vient seulement, nous, on embrasse la chose directement, quoi, parce que c'est venu de l'Occident. On pouvait analyser un peu ces histoires-là, voilà. Mais on était content parce qu'on disait quoi? On disait que les partis soi-disant bénéfiques pour nous, multipartisme, parce qu'il y a un seul président ne peut pas se permettre de faire 25 ans, voilà, on organise les votes et tout. Mais ce qui est encore plus, je ne sais pas, excitant dans la chose, c'est que les règles du jeu ont changé au cours du jeu. C'est-à-dire les règles de démocratie. Nous, on ne savait pas les premiers démocrates là. Ils sont venus, avant eux, il y avait une certaine moralisation de la vie publique. La vie publique était bien moralisée. Et cette vie publique même, cette moralisation, était le support du sursaut national. On avait un orgueil, on avait honte de voler. Mais notre démocratie a fait que de 14, hein, 92, c'est ça, non? Les démocrates là sont venus en 92. De 92, avant la fin du premier mandat du président, il y a eu un certain nombre de milliardaires et de surcroît fonctionnaires. Et c'est là où beaucoup de questionnements, on s'est posé 1000 questions. Ah, c'est ça leur démocratie là. Donc leur démocratie, nous, on n'avait pas compris. C'était contre le peuple, parce que le peuple n'a jamais voté d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de vraies élections au sens du terme. Et aucun, je défierais tout le monde, au cours de ces élections-là, aucun taux de participation n'a atteint les 50%. Non, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Je peux vous aider avec les chiffres. Élection présidentielle de 92, premier tour c'est 23%, taux de participation. Second tour c'est 27%. Ça n'a même pas été 30%.
En ce moment, le Mali avait peut-être 15-16 millions d'habitants. Peut-être, oui. Non, on était autour de... 18? Non, autour de 8 à 9 millions d'habitants. 8 à 9 millions d'habitants. Mais on avait à peu près 5 millions d'électeurs. 5 millions d'électeurs. Sur les 5 millions d'électeurs, le président Alpha Oumar a été élu par moins de 700 000 électeurs. Ah, voyez-vous. Pas 1 million, moins de 700 000. Voyez-vous. Alors les autres Maliens, là, ils font quoi? La grande majorité n'a jamais voté. On dit que la démocratie est le pouvoir de la majorité. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Parce que quand on essaie de voir les statistiques, on met 2 personnes. Par exemple, le douanier et le général Issa, on vote pour vous. Le douanier a 50,80%. Alors, le général a 48,20%. Quand on ajoute, ça fait les 100%. Est-ce que les 50,80% permettront au douanier d'exercer sa plénitude sur toute la population? Ça pose problème. Ça pose problème. Donc finalement, pour se résumer, je dirais que notre démocratie à nous, celle qui a été importée, est la dictature d'une certaine majorité sur une minorité. Sur la misère d'une minorité. C'est toujours comme ça. Il va falloir changer ce cadre-là. Voilà. On a des intellectuels chez nous, on a des grands intellectuels chez nous, des grands connaisseurs. On peut essayer de fondre tout ça là dans un même creuset. Tout ce qu'ils ont apporté comme démocratie. Nous aussi, on a notre démocratie. On va essayer de prendre le côté bon pour nous et de laisser ces côtés-là qui leur est bénéfique, entre guillemets. En tout cas, la démocratie telle ça a été envoyée ici en Afrique, c'est un système de gouvernance qu'on a voulu donner aux Africains. Maintenant, est-ce que les Africains eux-mêmes ne sont pas à mesure de s'imaginer un système de gouvernance plutôt peut-être que de l'importer? Le doyen a bien dit, la plupart de nos constitutions, nous les avons calquées sur le modèle de la constitution de 1958, la France. Donc maintenant, c'est ça colle avec les réalités africaines, c'est un autre problème. Ce qui nous conduit d'ailleurs, doyen, vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. C'est bon? D'ailleurs, c'est ce qui nous conduit à la troisième question. Parce que nous avons suivi qu'au Niger, tous les partis politiques ont été dissous. Doyen, dans le contexte actuel, il le fallait? Est-ce une décision opportune? Elle était nécessaire, parce que quand il faut aller à la rupture, il faut aller à la rupture totale. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Et nous, si nous avons fait de multiples coups d'État, c'est parce que tous les coups d'État étaient des coups d'État inaccomplis. On fait un coup d'État pour une cause, on vient, on s'installe, on reprend soi-même cette chose qui avait été à la base de la rupture constitutionnelle, on continue, on en ajoute d'autres. Modibo Keïta, c'était le parti unique qui était décrié. Quand il y a eu le coup d'État, il y a eu un passage où les militaires ont mis du temps avant de mettre un parti politique en place. Mais le parti politique de Modibo n'était pas constitutionnel. Malheureusement, Moussa a fait un parti politique constitutionnel. Et pour la raison que j'avais citée, nous ne sommes pas habitués, notre culture, ce n'est pas le multipartisme. Donc, et surtout quand on a quitté l'indépendance, il fallait leur préoccupation pour gérer les besoins de leur peuple les a amenés plus vers le socialisme. Même s'il n'y avait pas de multipartisme, au moins ils avaient une idéologie politique sur laquelle ils partaient. C'est ce qui ne plaisait pas à l'ancien colon. Ensuite, quand Moussa est venu, lui, il a fait un parti politique. Un parti unique constitutionnel. Constitutionnel. C'était pire. Enfin bon, dans l'échelle des choses, c'était pire que ce que Modibo a fait et c'est ce qui avait été décrié. Le mouvement démocratique a réclamé l'ouverture politique pour faire le multipartisme, mais aussi, si vous vous rappelez à l'époque, le leitmotiv c'était démocratie et Kokadje. Kokadje, exactement. C'était les deux leitmotivs. Kokadje en français pour ceux qui en français, c'était manipulité, même propre. Oui. Comme disent les Italiens. Mais quand il y a eu le coup d'État de choses, après la Constitution, la conférence
la grande conférence de 91, où on a opté pour le multipartisme intégral. On est tombé de Caribansi là. Au lieu de faire une petite ouverture, non, on est parti directement au multipartisme intégral, nous croyons plus démocrate que tout le monde. Ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur, c'est que la corruption, qui était une petite corruption, qui avait été décriée, on disait le château de la sécheresse, des choses comme ça. Mais les détournements, c'était à milliers ou à millions. Oui. Du temps de Modibo, on piquait carrément dans la caisse. Détournement de deniers publics. Mais du temps de Moussa, il y a eu une certaine liberté et on a trouvé bête d'aller prendre l'argent dans la caisse quand on pouvait se faire de l'argent avec des pots de vin. On a passé et c'était la petite corruption. Mais quand les démocrates sont venus, comme je viens de l'expliquer, ils ont fait le multipartisme en rayant un des volets qui avait été toujours réclamé, mais la corruption c'était en milliards et non en millions. Et donc, tous nos coups d'État étaient des coups d'État inachevés. Et c'est aujourd'hui l'occasion de faire que ce coup d'État soit le dernier. Faire en sorte que ce soit le dernier. Et pour ça, il faut mettre les balises, il faut mettre les bases, il faut refonder pour qu'on n'en soit plus là. Donc, pour ce qui concerne le Niger, c'était une bonne chose, parce qu'il faut faire une rupture directe. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel la transition actuelle est venue. La transition, celle du Niger? Non, celle du Mali. Du Mali, ok. Le Niger, il n'y a rien à dire, c'est ce qu'il fallait faire. Okay. Le Burkina avait suspendu la constitution à un moment donné, mais après, ils l'ont remise en vigueur. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais le Mali était dans un cas. Souvenez-vous que notre révolte qui a amené la rupture constitutionnelle, c'était la première dans l'Afrique de l'Ouest, et surtout dans la CEDEAO. Et surtout avec le fameux additif sur la bonne gouvernance. Okay. Sur la bonne gouvernance. Protocole additif. Protocole additif sur la bonne gouvernance. Et on pensait ne plus voir de coup d'État parce que tout le monde était serein. Et donc, quand il y a eu ce problème-là, je crois à moi, ce que moi j'ai constaté en tant qu'observateur, on a un peu hésité entre coup d'État, c'est un coup d'État, c'est pas un coup d'État. Jusqu'à amener l'ancien président qui est sorti pour démissionner parce qu'on ne voulait pas, on pensait que si on prononçait le mot coup d'État, la CEDEAO allait nous tomber dessus, à bras raccourcis. Donc on a commis l'erreur, mais surtout peut-être, je ne sais pas si c'est une erreur, c'est fait exprès, mais il fallait échapper à la CEDEAO, aux sanctions de la CEDEAO. Donc on a trouvé plus juste, mieux pensé de dire que la Constitution reste. Dès lors, on a commis, parce que la Constitution a été, au lieu de faire le coup d'État classique, on dissout la Constitution ou on la suspend, on met une loi fondamentale en place, on reprend les choses, on va. Non, on a maintenu la Constitution, ce qui par la suite maintenait aussi la charte des partis politiques qui avait été faite en octobre 1991 par le CTSP. Donc les partis politiques allaient perdurer dans le jeu. De la même façon, on a fait une charte de la transition. Deux choses qu'on a voulu faire marcher ensemble, c'était bancal, c'était difficile. Quand bien même je comprends la raison pour laquelle on a fait ça. Parce que le Mali était en guerre, notre armée n'était pas bien structurée, on était en débandade. Si on se mettait tous ces gens-là à dos, c'est sûr que peut-être la transition n'aurait pas pu faire un pas de plus. Donc pour échapper à ça, on a maintenu la Constitution. Mais ça a été notre erreur de départ. Mais quand même, je comprends, je le répète, que c'était nécessaire pour éviter qu'on crie haro sur le Mali. Docteur. Oui, la question c'est même... Cette décision de dissoudre les partis politiques au Niger, elle est opportune? Bon, bien sûr que oui. Ou bien elle arrive tardivement? Non, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous savez, c'est pas si simple, quoi. Quand on essaie de voir un peu la succession des événements qui se sont passés, jusqu'au moment où Tchani
mon faux frère d'aucun disque qui me ressemblait. Ça me fait rire. Bon, moi je suis malien, il est nigérien, mais on est tous haïtiens. Oui. Haïtiens, c'est ça, non? C'est bien ça, voilà. haïtien. De 1960 à nos jours, hein, au Niger, il y a eu 11 présidents de la République. Oui, 11. 11. De Amani Djori au général Tchani. Il y a eu au Niger 8 coups d'État. 8 coups d'État. Et c'est tous ces coups d'État-là, on peut essayer de parler de ça de tout de suite à minuit. Mais à vrai dire, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes de gouvernance. Et je ne dirais pas, on dit que le fétiche appartient, je ne sais pas, à Zouzanemba, au lièvre, mais le lièvre ne sait même pas incanter la fétiche. C'est un problème. C'est un problème. Tous ces problèmes au Niger et même au Mali, c'est la même chose. Copie conforme. C'est une histoire de gouvernance. Pendant que le peuple souffre au Niger, je donne un peu de statistiques, il n'y a que 12% de la population, une population de 20 millions d'âmes, 12% seulement ont droit à l'électricité. Aujourd'hui, ils sont plus de 20 millions même. Oui. 22 millions. 22 millions. Voyez-vous, et on a classé toujours le Niger, et on a toujours parlé du Niger, du Mali, des pays, les pays pauvres. Ils ont même fait un fonds pour nous, fonds PPT, pays pauvres et très endettés. C'est des appellations. Donc le Niger faisait partie de ça. Or, le Niger me fait penser à un mendiant qui est assis sur un sac d'or. Parce qu'au Niger, on n'a parlé que de l'uranium. Or, en plus de l'uranium, le Niger regorge d'autres ressources pas possibles. Que ce soit du pétrole, du gaz, de l'or, il y a beaucoup d'autres choses au Niger. Areva prenait, ils ont fait une émission, il y a un expert nigérien qui était en train de dire, je me rappelais, le prix de l'uranium, c'était à 6 000 francs. 6 000 francs comme ça, ou 3 000 francs, je ne sais pas trop. En tout cas, ils prenaient 15% de ça aussi, quoi. La société qui exploitait l'uranium au Niger, Areva, et après Areva, le nom des choses de la société. Orano. De Areva, on est allé à Orano. Et au moment où le kilo de l'uranium sur le marché international coûtait les 150 000 à 200 000 francs CFA, ils prenaient l'uranium du Niger à 6 000 francs. Et 6 000 francs là, ils avaient un droit de 15% aussi là-dessus. Voyez-vous, c'est écœurant, ça fait mal. Donc tous ces présidents-là qui se sont succédés, et chaque fois que tu avais l'intention de parler vrai, de parler bien du Niger, en tout cas à ceux d'en face, ceux-là qui exploitaient les Occidentaux, ils te faisaient sauter, quoi. Ah oui. De Tandja est parti comme ça, les autres là aussi sont partis comme ça. Non, docteur, je vais même vous rafraîchir un peu la mémoire. Même les premiers coups d'État contre... c'est même pas les premiers coups d'État, ne même pas contre Amani Djuri en tant que tel, c'est juste avant l'indépendance. C'est d'abord contre Djibo Bakary. Oui, Djibo, tout à fait. Qui, c'est lui qui devait être le père de l'indépendance. Mais, vu peut-être sa position, son idéologie, c'est-à-dire sa ligne, il était sur la même ligne que Modibo Keïta, que Kwame Nkrumah, que Sékou Touré. C'était des nationalistes. Donc, des nationalistes convaincus. Donc, ils ont tout fait pour écarter Djibo Bakary et même suspendre, interdire totalement son parti politique. Exactement. Donc, il a été contraint à l'exil au Ghana, au Mali, puis en Guinée. Et ensuite, l'autre, Amani Djuri même, qu'on reconnaît être le premier président aujourd'hui. Amani Djuri a été renversé, pourquoi? Parce qu'il y a eu la famine. Oui, exactement. À la suite de laquelle famine, de 68 jusqu'à 74, les Niger qui pompaient suffisamment d'uranium au niveau d'Arlit, Amani Djuri a simplement demandé à ce que la France puisse payer quelque chose. Exactement. Et c'est là qu'il a été renversé. Et tous les autres coups d'État, et d'ailleurs un ancien fonctionnaire d'Areva, c'est-à-dire de la société française qui exploite l'uranium, a été même président du Niger. Il s'agit de Mamadou Youssoufou. Exactement. Donc, qui a été un cadre. Il a fait ses études en France et c'est lui-même qui est son comment s'appelle, dauphin était Bazoum. Oui, c'est lui qui a amené Bazoum au pouvoir. Et c'est son fils qui était le directeur de campagne. Exactement. Il y a eu même des élections annulées au Niger, on se rappelle. Il y avait un politicien du nom qui est décédé récemment, là, Ama Amadou. Ah, ok. Lui, son parti avait remporté les élections, mais ils ont été annulés à un moment donné. Il y a eu trop de problèmes avec les partis politiques, là. Trop de problèmes. Les partis au pouvoir
C'est le parti qui la parole est parole d'évangile dans ces pays-là. Oui, si le parti dit que c'est oui, quoi. Et si le parti dit que c'est non, c'est non. Et quand tu es un opposant, tu lèves trop la voix. Or, la démocratie, c'est quoi? On nous parle de liberté d'expression, de parole et tout. Même les gens qui sont courtois, ils disent tous dans la courtoisie, en montrant par A plus B que le peuple est exploité par ces partis-là, on te prend, on te met en prison. Donc, ces partis-là ont été des problèmes et non des solutions. Donc, on le dit chez nous en Bamana ici, que quand tu suis quelqu'un pour son idéal pendant 10 ans, il t'a rien apporté comme changement, éloigne-toi de lui pendant 100 ans. Ni tukura moko sankele na mafenye yi, i mako boala sankeme quoi. Ils n'ont servi à rien. Ils ont contribué à la destruction de ces pays-là. Je le dis haut et fort. La démocratie là, c'est un leurre chez nous. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas ce modèle de démocratie là qui fera sortir l'Afrique de l'ornière. Non, non, non. Ceux qui sont au devant des choses ne sont pas pour nous. Donc c'est une chance unique pour le Niger d'avoir un président comme Général Tchami, mon Fojimo, vraiment qui est en train de poser des actes, on va en venir, qui est en train de poser des actes très très concrets. Ce n'est pas comme ce qui se passe au Mali, mais on en viendra quoi. Mais son avantage, c'est qu'il maîtrise parfaitement l'histoire du Niger. Exactement. Donc il sait ce qui s'est passé, il sait pourquoi ses prédécesseurs ont échoué. C'est pourquoi moi j'ai dit aussi qu'on doit apprendre de nos leçons, parce que je pense qu'au Mali, on n'apprend pas de nos leçons. Nous restons toujours avec vous, docteur. Oui. Les autres pays de l'Est doivent-ils emboîter les pas au Niger? J'ai dit oui, oui, oui et oui. Oui, oui, oui et oui. Parce que c'est le même son de cloche, quoi. Ce qui se passe au Niger, c'est ce qui se passe au Mali. Il faut dissoudre les partis aussi. Évidemment. Ils ont servi à quoi? Au Mali, au Burkina. Les partis, il y a certains partis qui ne savent même pas leur raison d'être. Tu vas appeler un homme politique tout de suite d'un parti, on lui dit, oui, il est un grand de ces partis. On lui pose simplement la question, quel est le rôle d'un assesseur dans un bureau de vote? Il ne pourra pas le dire. Il ne pourra pas. Un délégué, il ne pourra pas. Parce qu'ils n'ont pas été à bonne école. Or, le financement que l'État, malgré notre pauvreté, l'État malien octroyait combien? 0,25%. Notre pauvreté artificielle. Artificielle, oui, oui. Malgré cela, on octroyait une certaine somme aux partis politiques. Oui, c'est des milliards. C'est des milliards et dans les textes, cet argent-là, cette somme colossale devait quand même servir aux partis politiques pour former les militants. De former les militants, de leur dire qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que la démocratie participative et tout ça. Mais non, l'argent, au lieu d'aller dans les formations, partait directement dans la poche des politiciens. Donc leur métier, c'était politicien. Ils vivaient de nos impôts, de nos maigres revenus, pris entre les mains des paysans pauvres à Koumantou ou à Massantoula. Et ils n'avaient pas pitié, ils prenaient cet argent-là, ils faisaient la belle vie avec. Pendant que le bas peuple est là est en train de souffrir. Pas d'hôpitaux, pas d'école, parce que l'enseignant a mis le feu à l'école. Rien du tout. On a perdu ce qu'on était d'avant, quoi. Pas de dignité. Même pas d'armée. Pas d'armée, rien. Un État failli par leur faute. Ils doivent sortir aujourd'hui et faire leur meilleur culpa. Le Mali ne les appartient pas. On ne m'impressionne pas. On a été à la même école. On nous a enseigné tous le cahier d'un retour au pays natal, Batouala et tout ça. On nous a enseigné les théorèmes de Pythagore et tout ça. Ils n'ont pas été à l'école de Jupiter, hein, non? Nous sommes tous maliens. On aime tous ces pays-là. Effectivement. Le pays nous a tout donné. On a été à l'école gratuitement. On n'a pas payé 1 franc. Masse de garantie, 750. Tu avais tous les matériels didactiques, y compris les cahiers et tout, les tenues de sport. On nous donnait ça à l'école. Hein? Et ces mêmes personnes-là, au lieu d'aider leur pays, ont voulu, je ne sais pas quoi. Aider la France.
Oui, aider la France, oui. Ils ont changé carrément, métamorphosé. Ça fait pitié. Doyen, faut-il étendre la même mesure aux deux autres pays de l'AES? À mon avis, c'est un peu trop tard pour ça. Pour les raisons que j'ai déjà citées. Nous avons été les premiers de cordée à déclencher, à renverser le président qui était en place. Malheureusement, on a, comme je l'ai déjà dit, on a maintenu la Constitution. Pour des raisons tout à fait fondées, mais on a maintenu la Constitution. De ce jour à aujourd'hui, les partis politiques ont été résilients. Ils ont eu le temps de se régénérer. Parce qu'après le coup d'État, c'était la débandade. Mais on a laissé un temps où ils ont commencé à s'organiser, à contester. Donc je dis aujourd'hui, suivre cet exemple, c'est un peu... Nous, on a servi de cobaye au Niger. On a servi de cobaye au Burkina. Ce que nous avons commis comme erreur au départ, peut-être le Burkina et les choses vont l'éviter. Le Burkina a corrigé et puis le Niger a fait mieux encore. A fait mieux encore. Donc pour nous, il est difficile de revenir en arrière pour dissoudre les partis politiques, d'autant qu'on les a laissés subsister. Mais ce que je dis, et que vous aviez, dans une de vos émissions, que vous avez aussi souligné, le jeu partisan est en fait suspendu. Nous sommes en transition. Oui. Donc sans dissoudre les partis politiques, le jeu partisan est suspendu. La démocratie est suspendue. Toutes ces notions-là sont suspendues. Malheureusement, il y a une duplication avec la Constitution qui fait que nous avons assez de problèmes. Moi, je pense qu'on peut aller, les forats auxquels j'ai assisté, c'était le DNI n'en a pas parlé, mais comment est-ce qu'on appelle le dialogue que Choguel a fait? Dialogue intermalien. Il y a eu le dialogue intermalien, il y a les assises nationales de réforme. Les assises. Les ANR, le dialogue intermalien. Dans ces deux forats, les gens ont en général demandé deux choses. Ou la dissolution des partis politiques, ou la diminution des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où je pense qu'il y a plus de solutions pour aller vers la diminution des partis politiques. Et c'est peut-être ça que moi je peux proposer avec des mécanismes qui peuvent permettre de les réduire drastiquement, mais sur un temps. Mais doyen, là ça va poser problème. On a 389 partis. Sur les 399, vous n'allez pas prendre une liste et puis vous allez dire bon, tel parti n'est plus parti, l'autre n'est plus parti et puis laisser certains. Comment vous allez faire ça? Il y a un autre système. C'est quoi? Il y a une diminution progressive. Si vous voulez, moi c'est ma conclusion, c'est la solution que moi j'ai préconisée, enfin que je préconise. Allez-y avec. Durcir déjà, comme a tendance à le dire les partis politiques eux-mêmes dans la révision de la charte des partis politiques, durcir les conditions de création des partis politiques. Mais moi j'ajoute accentuer le contrôle des partis politiques. Et tous ceux qui ne sont pas dans les clous, en ce moment on les dissout. Ça c'est deuxième solution. Troisième solution, instaurer une obligation de résultat. Instaurer une obligation de résultat. C'est-à-dire que les partis politiques sont créés pour se mettre ensemble, conquérir et exercer le pouvoir. Vous ne pouvez pas être un parti politique et ne pas participer à des élections municipales, législatives, présidentielles. Exactement. Et donc, on va exiger que tous les partis politiques participent à ces différentes élections. Et avec une obligation de résultat. Pour les municipales, ça peut être une élection de proximité. Mais pour les municipales, si vous avez constaté, moi ce que j'ai constaté, on fait de la campagne, on dit tel parti politique, votez pour tel parti politique, votez pour tel parti. Mais quelle est la réalité de la municipalité concernée? Quel est le bilan? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les travaux à entreprendre pour avancer? Il n'y a pas de programme de développement de la commune en question. On n'en parle pas. On fait campagne sur le nom du parti. Tel parti, moi je suis voté pour tel parti, on prend le tam-tam, on joue. Mais ceux qui veulent prendre la mairie, et gérer, ils vont gérer sur quelle base? Quel est l'existant? Quelles sont les taxes
qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour renflouer les caisses, quels sont les travaux urgents qu'il faut entreprendre. Tout ça, on n'en a jamais entendu parler pour les législatives. Et donc, il faut instaurer ça au niveau des municipales, mais une obligation de résultat aussi. C'est-à-dire l'ensemble des 300 partis politiques, ou 300 et quelques partis. 399. Oh là là. Moi, je dormais alors. 400 moins 1. Voilà. 400 moins 1. Et donc, quelle est la solution? La solution, c'est qu'on va aller au municipal. Les partis politiques qui n'ont pas au moins 5% ou 5 conseillers municipaux dans 2 endroits dans 3 ou 4 communes de la région ou dans la moitié de la région, tombent, on les dissout. Oui, mais doyen, on ne va pas vous couper, c'est un débat, donc une causerie débat à 3. Mais en fait, tout ce que vous dites, c'est pour ça il faut d'abord aller aux élections et autres, parce que c'est là qu'on évalue. Nous sommes en période transitoire. Le Niger vient de suspendre, de dissoudre même les partis en période transitoire. Au Mali, aujourd'hui, vous avez laissé entendre que c'est un peu tardivement. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Pour moi, si le Burkina s'est inspiré un peu de nos erreurs passées et a fait mieux, le Niger aussi s'est inspiré des erreurs du Mali et du Burkina et a encore fait mieux. Nous aussi, à notre tour, nous pouvons encore corriger les tirs. Tout comme le Burkina aussi pourra revenir. Oui, c'est comme ça, on ne fait jamais de ça. C'est un choix. C'est un choix. Maintenant, nous sommes en période de transition. Élections municipales, législatives, là, il n'est pas question, on n'est pas encore à ce niveau. Concrètement, aujourd'hui, pouvons-nous dissoudre les partis politiques, oui ou non? Est-ce qu'il y a une possibilité ou il n'y a aucune possibilité? À défaut de les suspendre, le Mali a déjà expérimenté quelque chose, c'est qu'on avait suspendu les activités des partis politiques. Or, pour moi, suspendre les activités et dissoudre ces partis politiques, oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais dans les faits, ça revient à peu près à la même chose. Parce que dans les deux cas, l'un vers l'autre. Oui, l'un vers l'autre, dans les deux cas, les partis cessent en tout cas de mener des activités, on cesse de faire des activités au nom des partis politiques. Donc, est-ce, à défaut de pouvoir dissoudre les partis politiques, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement, ce qui avait d'ailleurs fonctionné, parce qu'à l'époque, on avait suspendu les activités des partis politiques, on avait une accalmie sur les choses allaient avancer très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers, à défaut de pouvoir les dissoudre, est-ce qu'il ne faut pas suspendre de nouveau les activités des partis politiques? Déjà, on va d'un degré à l'autre. Oui. On ne parle plus de dissoudre, mais de suspendre les activités. À défaut de sa mère, peut-être sa grand-mère. Voilà. Moi, je pense que ceci est peut-être possible. Encore qu'on a fait une petite expérience, il faut capitaliser pour savoir si on peut. Mais de fait, tant qu'on est dans un système transitoire, le jeu partisan est suspendu en réalité. C'est là, c'est pourquoi les jeux partisans continuent en période transitoire. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est un choix, je vous le dis. Moi, je me suis projeté sur les élections, mais si le jeu il doit y avoir un temps avant les élections, bon, là, c'est une autre solution. Ça, c'est parce qu'on parle de dissolution, ça, c'est radical. Transition ou pas, on dissout tout, on arrête tout jusqu'aux élections. Mais puisque les partis politiques existent, ils ne sont pas financés, ils ne peuvent pas faire d'activités conséquentes. Si on peut suspendre, mais moi je dis, les partis politiques, le système partisan est suspendu pour le moment de fait. Du fait même de la transition, c'est suspendu. Faut-il matérialiser ça par des textes? C'est un choix. Voilà. Mais moi je parlais dans l'absolu, puisque transition ou pas, la volonté des Maliens, c'est de réduire le nombre des partis politiques. C'est pourquoi je me suis projeté. Réduire drastiquement le nombre de partis politiques. Et pour ça, moi, je m'inscris dans une réduction progressive, en mettant des conditionnalités et même une obligation de résultat qui peut permettre celui qui ne l'atteint pas, il est dissous. Oui, juste avant de continuer. Oui, nous sommes tous partis du principe que c'est les multipartismes, nous avons mal entamé les multipartismes. Exactement. Donc il faut d'abord, le mieux c'est de dissoudre, de tout arrêter, et ensuite maintenant partir sur de nouvelles bases, créer. C'était l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'était l'idéal.
C'était ou bien c'est l'idéal? Pour moi, Ça aurait été l'idéal. Ah, ça aurait. La langue de Molière. Oui, vas-y. Notre démocratie est venue comme un éléphant au pied cassé. Voilà. Donc, le poussé est mort dans l'œuf même, quoi. Si quelque chose n'a pas marché, concrètement, il ne faut pas vraiment faire comme les serpents qui se mordent la queue, quoi. Ça ne progresse pas. Si on estime que notre démocratie n'a pas marché, que les partis politiques n'ont pas joué pleinement leur rôle et qu'ils ont été à la base de la faillite de l'État, il faut peut-être raser tout et tout recommencer. Rien n'est perdu. Nous sommes dans une situation d'exception. On a dit transition. Ce terme-là, moi-même, je n'aime pas. On fait du président Assimi le président de la République du Mali. Le Mali nous appartient. Oui. Le Mali, ça nous appartient. C'est notre pays. Et on va lui donner un mandat. Président, vas-y. Nous sommes en guerre. On résout totalement à 100% les problèmes sécuritaires. Et après, on revient. Ce qu'on peut faire du monde politique, on en fera. Mais pour le moment, les politiciens là, ils doivent vraiment savoir qu'ils ont échoué. Ok. Voilà. Ils ont échoué. Si tel est le cas, après plus de 30 ans d'exercice de la démocratie, à partir de la conférence de Bâle, nos pays, la fameuse démocratie n'a pas aidé nos pays à se développer. Oui. Nous ne sommes pas forts tels qu'on avait espéré, au contraire, nous sommes affaiblis. N'est-ce pas? Maintenant, quel système alors proposé aux pays de l'AS? On revient vers le monopartisme, c'est-à-dire les partis uniques, ou bien il faudrait le bipartisme, c'est-à-dire un peu comme on voit aux États-Unis et puis dans certains pays, ou il faudrait un multipartisme, mais peut-être revisité ou bien revu. Doyen, vous êtes expérimenté, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes dans un système de gestion étatique qu'on appelle république. Les États, nous avons tous la même façon de gérer l'État. Et donc aujourd'hui, automatiquement, on s'inscrit aussi dans les choix politiques qui vont prévaloir. Multipartisme, oui. Démocratie, oui. Parce que c'est une république. Et oui. Bon, est-ce qu'il faut rester sur le régime présidentiel, régime semi-présidentiel? Est-ce qu'il faut aller vers un régime parlementaire? Tout ça, c'est des choix possibles. Il n'est pas question qu'on aille vers, je ne pense pas, qu'on aille vers le royaume. Ça ne marchera pas du tout. La monarchie. Hein? La monarchie. La monarchie. Ça ne marchera pas du tout. Mais c'est possible, là, doyen. Hein? C'est possible, il ne faut pas exclure. Bon, déjà, si un Koulibaly peut être le roi, moi, ça ne me gênerait pas. Ah, moi, je sais. Mais, doyen, mais nous partons du principe que le multipartisme, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai dit, par exemple, oublions que nous sommes en 2025. Si 1990-91, si 1990 était à refaire la conférence de Bâle, êtes-vous d'avis de proposer à nouveau le multipartisme aux pays africains? Non, je pense qu'il y a une erreur de langage que je perçois. Ce n'est pas le multipartisme qui a échoué, c'est le multipartisme intégral qui a échoué. Et donc, la nuance, c'est quoi entre la nuance, c'est la taille des partis politiques. Et donc, c'est à cela qu'on veut en venir. 2 ou 3 partis ou 4 partis politiques, même certains l'ont suggéré dans les salles lors de ces forats-là. 2 ou 3 partis politiques, ça suffit. Il n'y a pas 10 000 idéologies politiques. Hein. Il n'y en a que 2 ou 3, centre-gauche, droite, centre-droit, c'est tout. De permettre de dissoudre les partis actuels pour favoriser la création des 3 à 4. C'est un choix possible. Mais moi, ce que je dis, je me place dans la perspective d'une éventuelle élection. C'est pourquoi moi, j'ai dit il y a des mesures ici qui progressivement, dès le premier tour, dès les premières élections, je suis sûr qu'il y a au moins 50 à 60% des partis pour les municipales, rien que pour les municipales qui vont tomber. Ça, c'est déjà dès le départ. On va obliger les partis à se réunir. 50 à 60%, ça va nous rester à peu près 130 partis encore. 130 partis encore. Mais il y a d'autres mesures que j'avais préconisées. Par exemple, en cas de maintien de l'aide aux partis politiques, leur imposer une obligation de former politiquement leurs militants, surtout dans le créneau, dans le positionnement idéologique qu'ils se sont choisis.
quand on se dit socialiste, il faut que les militants apprennent qu'est-ce que c'est que le socialisme. Leur donner un support idéologique qui peut leur permettre d'être de vrais militants. Et non des gens qui viennent pas pour le charisme seulement de X ou de Y. Ensuite, il y a bannir les candidatures indépendantes lors des élections législatives et présidentielles. C'est quand même contradictoire. Quelqu'un qui ne veut pas de parti politique va se lancer dans des élections où il finira par gérer au nom des partis. Il ne peut pas gérer sans les partis politiques. C'était le cas de ATT. Il était candidat indépendant, mais quand il est venu, il avait besoin d'un regroupement, de formation politique, les regrouper pour faire une majorité présidentielle. Comment on peut nier le fait partisan et ensuite se servir de ce même fait partisan? C'est un débat. Un Parce débat. que ATT, sa candidature a été portée par plus de 20 partis politiques, ça vous le savez. Donc ce sont les partis politiques même qui ont porté la candidature du président ATT à l'époque, qui était un indépendant. C'était plutôt contradictoire pour les partis politiques qui ont leur parti, mais qui au sein des partis n'ont pas dégagé des candidats, mais se sont rangés derrière. L'objectif même d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et son exercice. Toi, tu es là, tu es parti politique. Tu ne cherches pas à conquérir le pouvoir, mais tu aides un monsieur qui n'a pas de parti, un tout venant, pour porter sa candidature. Mais il y a plein de contradictions, quoi. C'est pourquoi il faut arrêter avec tout ça. Justement. C'est pourquoi moi je suggère depuis ces jours-là, moi j'ai dit le premier parti au Mali, qui était après l'ANC, les statistiques ont dit, si vous me permettez, je dirais le nom du parti. Oui, le Parti africain pour la solidarité et la justice. Ce parti-là, c'était le parti le mieux implanté en Afrique, après l'ANC, en Afrique du Sud. Attention, c'est la communication occidentale. Oui, non, c'est ce qu'on disait. Et ce parti-là n'a pas daigné désigner un candidat. Et le candidat, supposé être candidat du parti, lui-même, il dit qu'il soutient la candidature de quelqu'un qui n'a pas de parti. Dès lors, il faut mettre fin à ces histoires de partis politiques. Mais c'est évident. C'est bien ce que moi je suis. C'est une insulte à la démocratie. Les municipales, c'est des élections de proximité, vraiment. Là, on peut admettre des candidats indépendants. Mais les législatives, ou quand tu deviens député au nom de toute la nation. Donc tu ne représentes pas une portion de territoire. Oui, il y a cette histoire de représentativité qui fait que moi je pense que pour les législatives et les présidentielles, il faut vraiment bannir. On a déjà assez de mal avec les partis politiques, pourquoi on va ajouter des candidats indépendants? Oui, je peux, monsieur Diawara, je peux. Oui, allez-y. Au départ, quand j'intervenais, je disais que les règles du jeu ont changé au cours du jeu. Tout ce que Koulibaly développe, en principe, c'est très bien. Mais leur application au Mali va relever du miracle. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tu donnes l'argent pour qu'ils forment les militants, ils bouffent. Ça va être l'éternel recommencement. Non, je suis encore à ce niveau-là. Voilà. Au regret de tout ça, vraiment qu'on mette fin à ça, qu'on réfléchisse. Nous avons des gens ici qui ont été à bonne école, nous avons des sages. Revenons à la source. Et il faut se démunir de ce que les Blancs ont apporté comme démocratie, parce que ça n'a pas marché. Les colons. Les colons, autant pour moi, j'ai dit les Blancs, les colons. Ça n'a pas marché et ça ne marchera point. J'ai dit, ce n'est pas les facteurs exogènes qui viendront faire le développement d'une nation. Non, non, non. Ils dictent tout. Regardez nos élections, combien ça coûte à l'État malien. Pour pouvoir organiser une élection présidentielle, ce n'est pas moins de 20 millions. La prochaine élection, c'est 80 milliards. 80 milliards. J'ai dit millions, 80 milliards. 80 milliards, c'est combien d'hôpitaux, combien d'universités flambant neuves pour arrêter les évacuations sanitaires en Tunisie et partout. C'est déplorable, je suis médecin, je le sais. C'est une voix de cœur que je lance à nos autorités, de voir tout ça. Et le financement des partis politiques, de 92 à maintenant, l'État malien a mis combien? Pendant qu'il n'y a pas de route pour aller à Caï, oui. Il n'y a pas de train pour aller à Kita. Hein? C'est comme ça. La démocratie a été
à tout bout de champ leur démocratie, leur modèle. On peut réfléchir. Hein. L'anarque du siècle. L'arnaque, c'est plus que l'arnaque, quoi. Ils viennent, c'est eux qui comprennent le français plus que tout le monde. Quand il s'agit de parler du Mali, c'est eux qu'on choisit. Quand il s'agit du gouvernement, c'est eux. Toujours gouvernement d'union nationale. Ils ont créé des postes au sein des ministères, chargés de missions, de quoi, de cela. Non, mais c'est incroyable, quoi. Tout ça vraiment pour faire du pays un pays en lambeaux. C'est regrettable. Vous ajoutez quelque chose? Non, moi je ne rejette pas ce qu'il dit là. Ton neveu. Mais en fait, nous sommes à combien de forats depuis 2018? Avec IBK, c'était le DENI. Après IBK, c'était les ANR. Ensuite, dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. On vient de faire un remake parce que ce qui est en cours, la charte de la paix et de la réconciliation, et c'est toujours les mêmes problèmes qui ont toujours été évoqués. C'est des problèmes, l'ensemble des problèmes qui ont été évoqués sous IBK, c'est les mêmes qu'on retrouve aux ANR, c'est les mêmes qu'on retrouve au dialogue intermalien, et c'est les mêmes qui sont encore en vedette. On va continuer et on ne fait que se répéter. Il y a des choix à faire. Vous aviez posé le problème de est-ce qu'on doit suivre le cas de choses, mais vous n'avez pas fait le distinguo entre la période transitoire et les élections après. Moi, c'est ce que j'ai pris, c'est les élections après, dissolution des partis, mais au moment où on aura commencé, on ne peut ne pas dissoudre, mais on peut mettre des règles tellement contraignantes que dès le départ, il y a des haies qui sont insurmontables pour certains, ils vont tomber. Progressivement, les partis politiques vont tomber. Et ceux qui ne veulent pas tomber, Diawara, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui qu'un grand parti politique, ce n'est pas les anciens grands partis issus du mouvement démocratique. C'est un parti politique qui a aussi une plateforme de partis satellitaires. C'est ça le grand parti politique aujourd'hui. Ouais. Et tous ces partis satellitaires n'ont pas été créés pour conquérir le pouvoir suprême. Mais certains, c'est être dans le temps pour pouvoir dire j'ai un parti politique, je viens te soutenir pour avoir ne serait-ce qu'un strapontin de directeur central d'un service. Directeur d'un service central. On crée aujourd'hui des partis politiques pour viser ces postes-là. Même plus ministre. Hein. Et utiliser les postes pour piller le pays. Pour piller, voilà. Oui, pour financer les partis politiques. Et donc, moi j'ai dit, on peut mettre fin à tout ça. On peut obliger les partis politiques à faire un choix idéologique politique. Si ton choix idéologique politique est choisi par d'autres, allez vous entendre. Vous allez faire un seul parti. C'est suivant les idéologies politiques qu'on peut les admettre. On va mettre un carcan, 4 à 5 idéologies politiques. Ceux qui rentrent dans ça, remaniez-vous, vous pouvez rentrer dans ça. Il y a tout un système possible. Les choses se regroupent. Mais si aujourd'hui, on veut dissoudre les partis politiques, vous savez, les Maliens sont pires que les Français eux-mêmes. Grognons, ils sont toujours insatisfaits et ils vont trouver le moyen de sortir et de créer encore plus de problèmes. On a eu le tort de les laisser végéter, ils ont eu le temps d'être résilients, de se lever. Aujourd'hui, comme tu le sais, tous les mots d'ordre, d'où ça vient, on sait que c'est des choses qui sont concoctées, qui sont téléguidées, oui. Ils s'entendent. Ceux qui se taisent et ceux qui sont d'autres, on sait d'où ça vient. Aujourd'hui, le pays est en train de se renforcer, mais est-ce que nous sommes renforcés au point de pouvoir dissoudre sans conséquence les partis politiques? C'est peut-être ça qu'il faut évaluer. Ça va dépendre de la force de l'État. Sinon, l'idéal serait de tout dissoudre et de remettre les choses à plat et de dire, bon, les partis politiques... Mais voilà, on était à la charte de 91 des partis politiques. Il y en a eu en 2005. On rebelote, on fait... d'accord, il faut chaque fois progresser, il faut remanier, mais ça veut dire que fondamentalement, il y a la Constitution des États-Unis, plus de 200 ans. Il y a eu combien d'amendements? C'est très peu.
Ça marche. En Angleterre, ça marche. Il y a très peu de choses. Il y a un jeu qui fait que les règles peuvent changer à l'intérieur avec les problèmes. D'ailleurs, pour son information, il n'y a pas de constitution en Angleterre. Il n'y a pas de constitution, oui. Tout comme en Israël. Et pourtant, c'est des pays qui... Voilà. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas été trop... Non, c'est bon. Si je me suis fait comprendre. C'est bon. Les voyants peuples d'Afrique en train de suivre les débats. Ils ont leur opinion dans les commentaires. Et d'ailleurs, nous profitons pour relancer encore ces messages. Si vous venez au Mali, vous venez à Bamako, vous êtes africain très engagé, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez Gandhi Malian Studio, Gandhi Malian TV. On peut vous réussir sur ce plateau et puis vous allez donner votre point de vue. C'est ouvert à tous les Africains. Absolument. Ce qui nous conduit d'ailleurs à notre dernière question, si c'est une question, bien une suggestion même. Si vous avez des conseils à donner à la classe politique malienne, peut-être parce qu'on voit que beaucoup n'ont pas encore compris, période transitoire, quel est le conseil que vous devez leur donner, doyen? Moi, je ne demande pas à la transition d'être dictatrice, mais je leur demanderai beaucoup plus de fermeté et d'anticipation sur les problèmes. Il ne faut pas attendre que les problèmes viennent pour qu'on essaie de les régler. On les voit venir, ils savent, ils sont très bien renseignés. Je crois qu'il faut anticiper et avoir un point ferme sur les problèmes. Si on décide, aujourd'hui nous sommes dans la transition, les partis politiques n'ont pas d'activité politique. Le jeu partisan est arrêté, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Automatiquement. Donc profitez de cela pour mettre à plat et dire non, pour le moment, vous ne pouvez pas faire ça parce que le système partisan, du jeu partisan est arrêté. C'est ça la transition. Et il faut être ferme dessus, prendre une chose. On ne peut pas rattraper tout ce qui nous a déjà échappé, mais on peut faire un minimum pour essayer de cadrer les choses. Ça, c'est un conseil à l'endroit des autorités, mais et à l'endroit de la classe politique. Qu'est-ce que vous dites? La classe politique, vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut entendre. La classe politique elle-même, aujourd'hui, est convaincue de la désaffection de la population malienne à son égard. Elle-même. Mais elle ne veut pas changer. Je vous prends un parti politique qui a été très flamboyant ici. Un de ses anciens présidents a dit à la suite d'une transition, il va falloir que nous fassions notre autocritique. Est-ce qu'ils l'ont fait? Aucun des partis politiques qui a géré ce pays pendant ces 30 ans-là n'a fait son autocritique. Ils n'en veulent pas. On balaye les problèmes sous la natte, on prend les mêmes, on recommence. Et c'est ce qui ne doit pas se faire. Aujourd'hui, un parti politique responsable va s'asseoir pour dire, voilà, j'ai participé à la gestion du gouvernement, à la gouvernance de ce pays. Pour ma part, je fais le bilan de ce que j'ai pu faire de bon, de ce que j'ai pu faire de mal, de ce que je n'ai pas pu empêcher ou que je n'ai même pas essayé d'empêcher. Voilà. Un parti politique qui laisse, le président est élu, il vient d'un parti politique, il va prendre, comme dans le système de la Constitution de 1958, le président de la République, il a une majorité présidentielle. Mais c'est le Premier ministre qui a une majorité parlementaire. Il est le chef de la majorité parlementaire. Quand un président de la République, nouvellement élu, et qui vient d'un parti politique, il va prendre un Premier ministre qui n'a qu'un député à l'Assemblée nationale. C'est nier la démocratie issue de 1958. C'est une aberration. C'est un contresens politique. Il n'a rien à faire là. Parce que tout le jeu aussi repose sur le parlementarisme. Il est seul, ou bien il a un seul député. Il va faire quoi là-bas? C'est ce qui s'est passé avec le président Ibeka, qui a été une erreur monumentale. Erreur qui s'est répétée à plusieurs reprises, et c'est ce qui a amené la motion de censure a failli aboutir. Un des premiers ministres a su que la motion de censure faite par le parti qui était soutien du président de la République avec l'opposition, il allait partir. Voilà les armes. Ils ont laissé faire ça.
ils sont coupables d'avoir accompagné le président dans la descente aux enfers. Mais ils ne feront jamais leur autocritique. Et c'est pourquoi il n'y a pas, et si on peut les dissoudre, il n'y a même pas à hésiter. Mais aujourd'hui, moi, la seule inquiétude, c'est qu'on leur a laissé le temps de se régénérer. Et qu'aujourd'hui, ils vont faire encore plus de mal si on veut les dissoudre. Sinon, moi, je suis partant. Vous craignez les conséquences de cette dissolution. Merci, doyen. Docteur? Le mot de la fin. Pas le mot de la fin, mais la dernière question. Oui, voilà. Effectivement. En fait... Quel conseil vous avez à donner? Bon, avant de donner un conseil aux partis politiques et aux autorités, je reviens un peu parce que c'est répété et pédagogique. Les démocrates de Montesquieu, il a dit ce qui s'est passé en France. Tout le monde a vu. Le Premier ministre devait sortir d'une majorité, mais Macron a fait autrement. Est-ce la démocratie? Point d'interrogation. Il faudrait que nos démocrates-là aillent essayer d'aller répondre à cette question d'abord. Parce que vous savez, au début de notre démocratie-là, c'était l'enthousiasme total. Puis il y a eu une passion. C'était la chose nouvelle. Exactement. Il y a eu une passion qui est venue en quelque sorte de féconder une inspiration pour aller vers un idéal. Et c'est cet idéal-là, on pensait que c'était un rayonnant, mais c'était du mirage. En fait, cet idéal-là n'a pas marché. Et cet idéal allait permettre au Mali de se porter, de se hisser au Conseil des Nations, d'être parmi les pays les plus respectés, où on aura moins de problèmes de développement, de sécurité et tout. Mais puisque cet idéal-là n'a pas pu exister, alors ça doit être une remise en cause. Ceux qui font les animations dans les partis politiques, on n'a personnellement pas quelque chose contre eux. Ce sont nos amis, nos promotionneurs d'école, c'est la famille. Ils doivent chaque fois, on dit que l'essentiel n'est pas de tomber, mais c'est de se relever chaque fois que l'on tombe et de se remettre en cause, quoi. Et de savoir pourquoi on est tombé. Et de savoir pourquoi on est tombé. Et bien, pourquoi, si tu tombes dans un puits, tu essaies de sortir d'abord. Oui. Et après, tu te poses la question, comment est-ce que je suis tombé? C'est ce qui nous manque ici au Mali. Les partis politiques, les politiciens, nous sommes tous les enfants de ce pays. Personne n'est plus malien que personne. Et le sacrifice là, si petit qu'il soit, consenti pour la construction nationale est une œuvre vraiment salutaire. Et aussi, ils peuvent proposer, au lieu de critiquer tout le temps, au lieu d'aller sortir dans les médias mensonges, d'aller faire de notre président, que j'aime bien, les petits moutons noirs, alors que ce monsieur, c'est une chance inouïe pour le Mali. Oui. Il a dit que si j'échoue, j'ai dit président, vous n'échouez pas, hein? Il n'y a pas d'échec dans notre vocabulaire. Vous allez réussir cette mission-là, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, par la grâce de nos ancêtres, par la grâce de tous les prophètes, vous allez réussir cette mission-là, parce que vous êtes sur le chemin de la vérité. Alors, Monsieur le Président, aux autorités, au Président, je m'adresse un peu directement à lui, s'il me permet. J'ai dit et je répète, quelquefois il y a la loi de Talion là-dedans. C'est une loi même qui est inscrite dans le Coran. Dent pour dent et pour eux. Et pour eux, dent pour dent. Et je termine toujours par ma petite phrase là, ma petite sagesse qui dit que quand tu veux manger un rat, il faut le manger totalement. Il ne faut pas dire arriver au niveau de la queue que je me suis rassasié, quoi. Sinon cette queue-là va te manger. J'espère qu'il a des conseils, lui-même il comprend. Et je lui formule mes voeux les meilleurs. Et pour le bonheur du peuple malien. Merci, le président reçoit vos voeux les meilleurs. Courage à vous aussi, doyen. Vous avez un mot de la fin? Non, sauf que nous sommes pratiquement à la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr. Bon, on n'aura pas l'occasion de se réunir avant. Et donc, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tout le monde. Tous ceux qui sont, vous, l'équipe de Gandhi malien, et à tous les téléspectateurs.
tous les frères musulmans qui seront en fête dans 2 jours, peut-être maximum. Merci beaucoup. Vous l'invitez, non? Oui, mon oncle, oui, il sera chez moi. Même s'il n'a pas encore... Donner des femmes. Ah ouais. On est au stade de promesse. J'en ai préparé 5. Ah bon? C'est obligatoire, tu prends les 5, c'est un lot, c'est un package qu'il faut prendre. En même temps. Donc lui, le petit Diawara là va être mon démarché. Comme ça, parmi les 5, lui-même, il va voir si il peut en choisir aussi. Je sais pourquoi j'ai dit 5, parce que la religion t'interdit de prendre 5. Oui, il me ferme la porte. Je te donne 5. Ben, à prendre ou à laisser. Ok. Donc, à la fin de ce mois béni, moi, je réitère mes vœux de bonheur à l'ensemble du peuple malien. Que fasse Dieu que nos dévotions, nos prières ne soient pas vaines, qu'ils soient payés par le plus haut et que la récompense soit le paradis Firdaus. Et je formule mes vœux aussi aux nos autorités, à tous les Maliens, sans exclusion aucune. Et que le Mali avance, nous avancerons tous. On a tout intérêt. Merci, docteur. Merci. Merci à l'inspecteur. Peuple d'Afrique et peuple du monde libre. Vous étiez bien sur Gandhi Malien TV. N'hésitez pas à suivre d'autres éditions, d'autres émissions aussi sur Gandhi Malien TV. Comme d'habitude, nous, c'est chaque vendredi qu'on va se retrouver en compagnie des experts. À ma droite, c'est l'inspecteur des douanes à la retraite, le très expérimenté Daniel Koulibaly. Et à ma gauche, c'est M. Mamadou Silla Traoré, un bon expert aussi, mais qui a aussi la fougue de la jeunesse, ça se sent quand les deux s'expriment. Et dans tout ça, c'est le Mali qui gagne, c'est l'Est qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. C'est de la complémentarité, c'est de la complicité. N'hésitez pas, chaque fois que vous serez au Mali, si vous avez la chance de venir au Mali, ce plateau vous est ouvert. Vous pouvez faire un tour, vous allez remarquer que c'est un plateau pour 4 personnes, 4 invités. Nous prenons 2 et nous gardons 2 pour vous autres panafricains qui, un jour, si vous êtes au Mali, n'hésitez pas une seconde. Nous vous remercions et soyez prudents. Bonne fête à toute la communauté musulmane et bonne fête à tout le monde. Merci.